C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette plainte que comptent déposer 6 candidats à la présidentielle en République démocratique du Congo. Une plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Parmi ces candidats, 3 poids lourds de la politique congolaise. Ils souhaitent dénoncer les irrégularités du processus électoral. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Le Niger, étouffé par les sanctions économiques de la CEDEAO, des sanctions imposées par l'organisation ouest-africaine juste après le coup d'État il y a 4 mois. La situation est très compliquée pour les populations. Reportage à suivre. Et puis ce soir, nous recevons Ferdinand Haïté, journaliste togolais et lauréat du prix international de la liberté de la presse, un prix qui lui a été remis par le comité pour la protection des journalistes. Nous l'interrogerons sur son travail, entretien à la fin de ce journal. 6 candidats à la présidentielle vont déposer plainte contre le président de la commission électorale, Denis Kadima, et le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ils souhaitent ainsi pointer du doigt les nombreuses irrégularités qui entachent le processus électoral. Parmi ces candidats, 3 poids lourds de la politique congolaise. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Le processus électoral est entaché de nombreuses irrégularités intentionnelles. C'est le constat qu'ont dressé 6 opposants candidats à l'élection présidentielle, notamment Martin Fayulu et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Alors ces irrégularités, les candidats les avaient déjà dénoncées à plusieurs reprises, mais cette fois, ils passent à la vitesse supérieure et disent qu'ils vont déposer une plainte devant la Cour de cassation. La plainte vise le président de la commission électorale, Denis Kadima, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Dans une déclaration commune, ces 6 candidats à la présidentielle du 20 décembre dénoncent un fichier électoral non fiable et surtout la non-publication des listes électorales provisoires. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans connaître nos électeurs, sans connaître les listes des électeurs, sans que ceci soit publié dans les délais. Nous allons aller aux élections pour participer ou si vous voulez, cautionner un simulacre. Les listes électorales doivent être publiées provisoirement pour permettre aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments, les éléments textuels, mais aussi les autres éléments. De son côté, la CENI avait annoncé que les listes électorales ne pourraient pas être affichées faute de place sur les panneaux. Mais elle avait assuré que ces listes provisoires sont consultables auprès d'un agent dans chaque antenne de la CENI. Alors cette sortie médiatique de ces 6 opposants montre aussi que 2 blocs se dessinent au sein de l'opposition, avec d'un côté celui de Martin Fayulu et de Denis Mukwege, et de l'autre celui de Moïse Katumbi, qui a été rallié par 3 autres candidats, comme l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et pendant ce temps, la campagne se poursuit. Le président Tshisekedi s'est exprimé à Kindu. Il a déclaré que son premier objectif reste la paix dans le pays. La paix a aussi été au centre des préoccupations de Moïse Katumbi, qui a tenu un meeting à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où les rebelles du M23 occupent de larges parties du territoire. Devant la foule, Moïse Katumbi a critiqué le bilan sécuritaire du président en sortant. Écoutez-le. Ça fait longtemps qu'ils pleurent suite aux histoires du M23 et du Rwanda. Est-ce qu'ils ont trouvé la solution? Moi, je viens trouver la solution. Ma politique, c'est tu attaques, j'attaque. Tu prends, je reprends aussi, n'est-ce pas? Moi, je vais venir m'installer ici et finir la guerre dans quelques jours. Ces petits avions qu'ils amènent, les Sukhoi des années 1800, est-ce que ça, c'est des avions de chasse? Moi, je vais amener des F-16 ici. Vous allez voir. Au Niger, le chef du régime militaire, le général Abdourahmane Tiani, a rencontré son homologue malien Assimi Goïta pour sa première visite à l'étranger depuis le coup d'État à Niamey. Il en a profité pour remercier le Mali pour son soutien avant de s'envoler pour le Burkina Faso, où il a été accueilli par Ibrahim Traoré. Et justement, on va s'arrêter un instant au Niger, où les sanctions imposées par la CEDEAO après le coup d'État ont des conséquences sur l'économie. Les liquidités manquent, les entreprises locales et étrangères sont
en grande difficulté. Les commerçants sont contraints à la contrebande. Ils sont nombreux à tenter de s'en sortir tant bien que mal. Reportage. L'Ouest, trouver des solutions pour poursuivre ses activités, c'est devenu le quotidien des commerçants de Niamey depuis plus de 3 mois. La CEDEAO est impuissante, dans le sens où la frontière entre le Nigeria et le Niger échappe à tout contrôle. Au Bénin, par contre, utiliser le fleuve pour faire passer des produits est risqué. Cette semaine, des pirogues qui transportaient de la marchandise ont coulé. Dans l'ensemble, aujourd'hui, la majorité de notre approvisionnement passe par le Nigeria. Les fruits et légumes ont malgré tout du mal à arriver dans le pays. Mais au Niger, c'est surtout l'argent liquide qui manque. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest y a fermé ses agences et réduit significativement ses activités. En réaction, le pouvoir militaire nigérien tente de démocratiser l'utilisation de la carte bancaire en fournissant plusieurs milliers de terminaux de paiement au commerce de proximité. Et la machine TPE, ça fait à peu près maintenant 3 semaines que nous utilisons ici dans notre société. En tout cas, c'est une machine très utile. Pourquoi? Parce que maintenant, vu la situation que nous trouvons à Niamey, c'est difficile de se promener avec le cash. Ça facilite tout. Ça va vraiment prendre de l'ampleur. Mais il faut petit à petit, vu que les gens ne sont pas habitués, mais avec le temps, les gens vont adopter. Des solutions qui restent limitées dans un pays où une large majorité des habitants n'a pas accès à des infrastructures de base. Ce sont des solutions urbaines, mais qui, puissent, à mon avis, ne seront pas efficaces dans les zones rurales. Les quelques rares commerçants qui arrivent à travers le cordon du Burkina, arrivent à faire rentrer leurs marchandises au Niger, on constate une flambée des prix de ces denrées-là. Au Niger, même si certains trouvent des solutions, les sanctions économiques imposées par la CEDEAO continuent d'asphyxier les plus démunis. L'organisation régionale devra déclarer prochainement si elle accepte ou pas la demande des nouvelles autorités du pays, lever l'embargo. Ces nouvelles poursuites engagées contre l'ex-président guinéen Alpha Condé et un militant de son parti, la justice les accuse entre autres de détention illicite d'armes et de munitions. Le parti d'Alpha Condé a appelé à rester mobilisé et à libérer Mohamed Mara, un de ses proches arrêté samedi dernier à Conakry. Ses avocats dénoncent une séquestration de leurs clients. Écoutez-les au micro de Malik Diakité. Notre client est victime de kidnapping et de l'enlèvement. C'est de la séquestration pure et simple. Comment un chef de l'État va essayer d'utiliser l'arme avec un blogueur? C'est ridicule. Alpha Condé ne peut pas descendre au bas de l'escalier, s'adresser à un blogueur. Je crois que ce sont des feux d'artifice, c'est de l'échafaudage. Et je voudrais qu'on le libère ou à défaut, allons-y au procès. On part au Mozambique où un programme qui utilise l'intelligence artificielle a fait naître l'espoir que la nouvelle technologie puisse aider à éradiquer la tuberculose. Le pays a enregistré environ 120 000 cas l'année dernière, un chiffre élevé qui inquiète les autorités sanitaires. Clarisse Fortuné. Une image insolite dans la cour d'une prison de sécurité maximale de Maputo. Un détenu attend patiemment, le torse face à une large tablette blanche. Derrière lui, un infirmier utilise une machine portable à rayon X reliée à un programme d'intelligence artificielle. Un nouveau dispositif salué comme une avancée dans la lutte contre la tuberculose. L'IA permet de lire précisément et instantanément la radio sans faire appel à l'expertise d'un médecin. En général, les patients atteints de tuberculose sont traités au cours de la première phase. Et s'ils sont contagieux, ils sont envoyés en quarantaine à l'infirmerie de la tuberculose pendant 2 mois. Et avant la fin de la première phase, ils sont soumis à un contrôle de la bacilloscopie afin de décider si le patient peut passer à la 2e phase ou non. Au pénitencier provincial de Maputo, les détenus dont le test est positif sont placés en quarantaine dans cette pièce. Comme Kenneth Fortune, il suit désormais un traitement qui peut prendre des mois. Ce n'est pas facile de voir ses amis jouer là-bas, marcher là-bas. Mais il faut accepter que je suis malade. Je suis malade, je ne fais que survivre. Et à un moment, le temps viendra. Et moi aussi, je partirai.
Les prisons surpeuplées sont un foyer de tuberculose, la deuxième maladie la plus meurtrière au monde, après le Covid. Une maladie causée par une bactérie qui affecte le plus souvent les poumons. Le Mozambique a enregistré environ 120 000 infections l'année dernière. On espère désormais que cette nouvelle technologie contribuera à éradiquer la maladie. Notre invité ce soir, Ferdinand Haïté, journaliste togolais et lauréat du prix international de la liberté de la presse remis par le Comité pour la protection des journalistes à New York. Ferdinand Haïté, bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, félicitations pour votre prix. Alors je le disais, vous l'avez reçu à New York, c'est le prix international de la liberté de la presse, un prix qui récompense vos reportages d'investigation sur la corruption au Togo. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors merci. Et ce prix a un double sens pour nous. C'est d'abord le couronnement de toutes les années de travail que nous avons eu à faire. Et au Togo, on n'a pas fait que de l'investigation. On a dénoncé la corruption, on a eu beaucoup de persécutions. Donc c'est cette résilience-là aujourd'hui qui est couronnée par ce prix. En même temps, ce prix symbolise une certaine inquiétude par rapport à la situation de la liberté de presse au Togo. Et on sait aujourd'hui que la situation des journalistes au Togo, des journalistes indépendants, s'est énormément dégradée. Il y a au moins 3 journalistes en 2 ans qui sont partis en exil. Il y en a un qui est décédé après la prison. Il y a d'autres qui sont en prison actuellement. On va en parler justement, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ? Le plus difficile, c'est d'abord l'accès aux sources et ensuite notre sécurité personnelle. Dans un pays où on ne sait jamais qui fait quoi, qui est qui, où la surveillance par les écoutes téléphoniques, la filature est vraiment présente. Donc, c'est des conditions assez difficiles dans lesquelles on travaille. Vous l'avez vécu, vous ? Ah oui, je l'ai vécu, puisque j'ai été l'un des journalistes dont le numéro a été sectionné sur le logiciel Pegasus. Donc, vous imaginez le niveau de la gravité de la situation et de la surveillance de ce que nous vivons au Togo. Alors, vous l'avez dit, vous avez commencé à en parler. Cela fait 2 semaines que les journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou sont détenus à la prison civile de Lomé après une publication erronée sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez fait de la prison. Comment réagissez-vous à cela, justement ? Sur la situation des confrères. Oui, alors publication erronée, je ne pense pas trop, mais par contre, c'est une situation dramatique, puisqu'il y a 2 ans, nous avons vécu les mêmes faits. Aujourd'hui, 2 ans après, ces 2 confrères se retrouvent en prison sur la plainte de l'un des ministres qui nous avait déjà envoyés en prison. Et c'est quand même inquiétant qu'on envoie facilement comme ça des lanceurs d'alerte, des journalistes en prison, pendant que des gens qui sont soupçonnés d'avoir pris des libertés avec l'argent public circulent tranquillement. Il faut quand même, à un moment donné, que cette situation s'arrête. Et là, le monde entier, les organisations, tout le monde appelle à la libération de ces confrères-là. Pour l'instant, rien n'est fait. Cette semaine, le président de l'UPF s'est rendu à Lomé pour essayer de parler avec les autorités togolaises. Il dit qu'il a pu écouter tout le monde, il a pu rencontrer tout le monde. On attend, mais ce n'est pas une situation assez agréable pour les journalistes togolais, mais également pour le pouvoir de Lomé. Comment ça se fait qu'un journaliste peut se retrouver en prison à cause d'une publication. Le délit de presse relève du pénal au Togo ? Oui, il y a un fameux article dans le code pénal au Togo qui s'appelle l'article 497 qui envoie les journalistes systématiquement en prison s'ils font des publications sur des réseaux sociaux et si ces publications sont révélées fausses. Et donc c'est cet article-là qui est devenu une arme, une épée de Damoclès sur la tête de tous les journalistes au Togo. Et lorsque nous avions été arrêtés il y a 2 ans, nous avions attiré l'attention des autorités, y compris même des journalistes, sur le danger de cet article-là. Mais visiblement, même dans la corporation, certains n'ont pas pris conscience. Aujourd'hui, c'est le même article que les autorités utilisent pour envoyer ces journalistes en prison. Pour nous, le journaliste qui continue de faire son travail sur les réseaux sociaux, c'est dans le champ de son action. On ne peut pas interdire aujourd'hui. Donc la loi n'est pas la même sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Exactement. Ils ont extrait les réseaux sociaux du code de la presse et ils l'ont mis dans le code pénal, de procédure pénale. Donc du coup, si vous faites des publications sur les réseaux sociaux en tant que journaliste et que ces publications se révèlent fausses et qu'il y a un plaignant, vous allez directement en prison. C'est quand même une aberration en 2023.
Vous voyez. Donc c'est ça que nous dénonçons et malheureusement c'est cet article qui a conduit nos camarades en prison. Alors très rapidement, quels sont vos conseils aux jeunes journalistes qui exercent sur le continent africain, qui sont amenés à rencontrer ces difficultés? Alors je pense d'abord que le journalisme, c'est le plus beau métier au monde. Il faut continuer par le faire parce qu'en voyant des gens aller en prison, il y a ceux qui se découragent, il y a ceux qui abandonnent. Mais je pense qu'il y aura toujours des obstacles. Mais il faut s'armer de courage pour faire ce travail-là. Quand vous n'êtes pas assez solide, vous n'êtes pas résilient, vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas affronter tous les obstacles que nous affrontons régulièrement dans nos pays. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la situation se dégrade partout, que ce soit au Sahel, en RDC, il y a des journalistes qui se retrouvent en prison. Stanis Boujakera, d'ailleurs. Exactement. Et donc, tout ça ne doit pas nous décourager. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Merci. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Moi, j'avais vu un film, en fait. On voyait des femmes très formées, etc., avec un corps parfait. Moi, en fait, je me dis dans ma tête, pourquoi je suis pas comme elle? T'es trop grosse. Ouais, voilà, et toi, t'es trop une planche à pain, donc non. Moi, je suis sûre que la moitié des trucs, moi, c'est faux. C'est trop parfait pour être vrai, quoi. Ouais. En plus, t'es obligé de regarder parce que sinon, après, tu t'es un peu discriminée par les autres. Ouais, à part, genre. Ouais. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact, aidons-les à ne pas subir. Regardez la météo avec Zeiss, fabricant de verres de lunettes engagé dans la recherche scientifique pour un avenir plus durable.